Donc, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence de ce débat en ligne. Donc, on va discuter de votation et d'actualité parce que ce dimanche 7 mars, la population suisse devra aller voter. On va parler ce soir de l'accord de partenariat économique avec l'Indonésie. Pour ce faire, on a la chance d'avoir Léo Sapia, pardon, et Christian Ungersbøck. Je pense que j'espère que je prononce comme il faut. Et donc vous êtes les deux des intervenants engagés politiquement. Et donc je peux commencer par donner la parole à Christian qui va se présenter. Tu peux me donner un apérole aussi si tu veux. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Christian Gersbøck, j'ai 31 ans. Je viens de Ria à Bulle en Gruyère. Je suis membre chez les JDC Fribourg depuis 2 ans à peu près. Et puis j'ai la fonction de secrétaire dans le comité. Et depuis le début de l'année, je suis dans le comité des jeunes du centre suisse aussi. Et je suis candidat au conseil général de RIA. Voilà. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je me réjouis de passer la soirée à discuter avec toi. Et du coup, de ton côté, Léo? Oui, donc salut, moi c'est Léo. Je suis membre des Jeunes Verts et Verts depuis 5 mois à peu près. Je suis étudiant à l'université de Fribourg en master en paléontologie et je suis biologiste de base et je vais d'ailleurs continuer dans ce domaine par la suite. Donc évidemment, les thématiques de durabilité et de protection de l'environnement me tiennent très à cœur. Je suis aussi candidat au conseil général pour la ville de Fribourg où j'habite. Et voilà, je me réjouis de pouvoir débattre de cette thématique très intéressante avec vous deux ce soir. Très bien, je vais juste commencer par un petit contexte pour savoir quelle est plus ou moins la situation. Donc, premièrement, à ce sujet, il est important déjà de savoir qu'une grande partie des entreprises suisses, c'est important pour elles d'avoir la possibilité d'exporter et d'avoir des relations économiques stables avec l'étranger. Donc, pour ça, la Suisse, elle entretient un vaste réseau d'accords économiques avec des pays partenaires. C'est un premier fait. Donc aujourd'hui, il y a des taxes de douane qui ne favorisent pas en fait le commerce avec l'Indonésie, qui est le 4e pays le plus peuplé du monde. Ce dernier, en fait, il est en voie de développement et ça peut être une opportunité. Enfin, certains le voient comme une opportunité à un nouveau marché. Enfin, ça va être le thème du débat pour les entreprises suisses. Donc c'est pourquoi la Suisse a négocié un accord avec ce pays. Et l'accord, il fait l'objet en fait d'un référendum sur lequel le peuple suisse devra se prononcer en fait ce dimanche. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de polémiques autour de cet accord. Et donc, le sujet de cette polémique, en tout cas pour les gens qui s'y intéressent un peu de loin, c'est notamment dû au fait qu'il réduit en fait cet accord à certaines conditions les droits de douane sur l'importation d'huile de palme. On va bien sûr revenir aussi là-dessus. Et à titre d'information, l'Indonésie, c'est aussi le plus gros producteur mondial d'huile de palme. Donc, le projet de cet accord, après ce petit contexte, cet accord, il prévoit que toutes les marchandises suisses, comme l'industrie des machines et la pharma, je crois que ça concerne ces 2 domaines principalement, peuvent être exportées vers l'Indonésie avec des taxes douanières avantageuses, ou même sans aucune taxe. Ensuite, les entreprises suisses, elles bénéficient ainsi sur le marché indonésien en pleine croissance de conditions au moins aussi favorables que des pays étrangers. Donc la Suisse, en fait, elle supprime en contrepartie, c'est pour ça que c'est un accord, les droits de douane sur les produits industriels indonésiens. Je dis bien les produits industriels indonésiens parce que la Suisse veut protéger son agriculture quand même. Et elle taxe en fait sur les produits les produits de l'agriculture issus de l'Indonésie sont en fait également taxés pour qu'on puisse continuer à produire de l'agriculture, des produits agriculture en Suisse. Le projet en fait, il mentionne également que la Suisse et l'Indonésie s'engagent à mettre en place un commerce compatible avec le développement durable. C'est stipulé et c'est aussi quelque chose dont on va discuter ce soir parce que ça peut être compris de différentes manières. Concernant donc les importations d'huile de palme d'Indonésie, qui est, comme on l'a vu, au cœur de la problématique,
L'accord prévoit certaines réductions douanières pour des quotas limités. Donc il y a aussi ces quotas pour protéger donc, la production indigène d'huile végétale, donc par exemple l'huile de colza ou l'huile de tournesol. Finalement, donc, pour bénéficier de ces réductions de taxes douanières, l'Indonésie elle doit prouver que l'huile de palme a été produite dans le respect des exigences environnementales et sociales prévues donc, par l'accord. Simplement, pour conclure, je vais juste résumer la question qui est soumise à votation ce dimanche. Donc, la question est la suivante. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant approbation de l'accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE, donc c'est-à-dire l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse d'un côté, et de l'autre côté l'Indonésie. Déjà, je ne sais pas si une personne de vous deux a un petit complément à faire à ce tour d'horizon et à ce projet qui est exposé, ou sinon on peut commencer avec les questions. Si ça vous semble clair ou s'il manque un point central ou clé. Il y a quelque chose qui me viendrait à l'esprit là. Bien juste, sûr. Sur le fait que c'est un accord qui se fait dans le cadre de l'AELE. Oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement à l'Union européenne, c'est une association. Donc, on le voit aussi dans le début de l'accord. C'est vraiment une association où la souveraineté des membres est sauvegardée, un principe Fondateur, on peut fondateur. dire. Ouais, même pas fondateur, mais un des principes. Contrairement justement à l'Union européenne où il y a des instances supranationales beaucoup plus importantes. Et je pense que déjà ça, de voir que c'est fait dans ce cadre, c'est pour montrer que c'est fait dans un cadre qui tend moins vers un super État multinational. C'est vraiment quelque chose où les États ont encore beaucoup de compétences eux-mêmes. Et ça, c'est, je pense, déjà un point positif. Après, bon, je te laisse. J'ai déformé l'information en argument pour, donc je te laisserai répondre. Mais ça, c'est déjà il y a une différence importante à voir, qu'on n'est pas dans une structure qui ressemble à l'Union européenne, mais quelque chose de beaucoup plus respectueux de la souveraineté nationale. D'accord, ouais. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça ou si j'enchaîne avec les questions. Non, bah, tu as tout à fait raison. Enfin, simplement, les instances économiques à l'intérieur de la Suisse sont déjà suffisamment puissantes pour imposer des choses que toute la population ne souhaite pas, comme on l'a vu avec d'autres votations précédentes. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème que la Suisse soit souveraine en soi, puisqu'il y a quand même une pression qui est possible. D'accord, ouais. Bah, je pense que ça fait le tour de au moins cette question-là qui méritait d'être précisée. Donc peut-être une question pour toi, Léo, pour commencer. Donc l'Union européenne actuellement, elle négocie aussi un accord avec l'Indonésie et les exportations donc suisses vers l'Indonésie sont soumises à des droits de douane relativement élevés, comme je l'ai dit avant, ce qui rend en fait les produits plus chers. Donc les exportateurs suisses, ils sont discriminés par rapport à leurs concurrents étrangers, ce qui est un fait. Et ça pourrait être pire dans le futur. Donc si l'Union européenne arrive à signer cet accord donc, avec l'Indonésie, et étant donné ces circonstances, je me demande personnellement si ça ne serait pas donc nécessaire de conclure rapidement cet accord justement pour que l'économie suisse puisse continuer à se développer et à prospérer et à être compétitive. Peut-être d'abord sur l'aspect de la concurrence par rapport aux autres entreprises européennes. L'économie suisse, puisqu'on n'a pas de matières premières, c'est toujours basé sur un marché de niche en promouvant la qualité, les techniques de pointe. Et je pense que c'est principalement comme ça qu'elle s'en sort au niveau du commerce international. Et c'est beaucoup moins par rapport à un aspect douanier de concurrence des pays voisins. Alors certainement, les Allemands, les Français et d'autres pays européens ont aussi des industries de pointe qui sont de qualité, mais je reste confiant que l'industrie suisse arrive à tirer son épingle du jeu face à ses voisins sans forcément obtenir des réductions douanières. Donc malgré ça, à ton avis? Ouais. Et puis finalement, en fait, le plus fondamental, mais ça on va y arriver, je pense, en développant autour de ce débat. J'espère que mon argument fera plus de sens par la suite. Mais on parle de quelques millions de gagnés chaque année par les entreprises suisses grâce à cette libéralisation des droits de douane. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que
l'augmentation des échanges à l'international et aussi des pratiques destructrices de l'environnement, mais ça on en reviendra plus tard, sont clairement identifiées par la communauté scientifique, par l'OMS comme étant les principales causes des épidémies comme le Covid-19 qu'on vit aujourd'hui. Et quand on parle de quelques millions de droits douaniers que les entreprises suisses peuvent économiser en une année sur une réduction de taxes de douane, on omet entièrement par exemple les 40 milliards qui ont été perdus en une année à cause de la pandémie de Covid-19. Donc continuer dans un système qui va créer d'autres pandémies de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, c'est omettre une externalité majeure qui va de toute façon péjorer notre système économique et sociétal en général. Donc selon toi, en fait, le point de vue il est peut-être un peu plus global et il faut penser la chose dans son ensemble. Donc à propos de ce point de vue peut-être un peu plus global ou justement, ce qui pourrait par exemple se passer en Indonésie ou ce qui se passe actuellement, moi je me demandais peut-être pour toi Christian, qu'on sait en fait que l'Indonésie actuellement c'est un lieu déterminant dans la compétition mondiale pour les ressources naturelles, donc il y a extrêmement beaucoup de ressources là-bas et ça s'accompagne avec certaines fois une militarisation croissante et de graves ou de certaines violations des droits humains. Ça peut aussi être le déplacement de certaines populations parce qu'il y a des grandes pharma qui arrivent là-bas et qui prennent possession de ces terres. Et donc ma question pour toi, c'est est-ce que la Suisse en fait elle ne soutient pas en fait certaines violations ou elle ne soutiendrait pas ces violations des droits humains en fait en commerçant ainsi avec l'Indonésie, ou comment est-ce qu'on peut concilier ça avec un accord? Effectivement, quand j'ai fait mes recherches, donc sur la question même avant l'invitation au débat, en fait, sur j'ai pris connaissance maintenant, je sais plus dans quelle année c'était, mais je crois que c'était il y a peu longtemps. Justement, j'avais pas suivi en live, mais j'avais vu par après qu'il y avait eu beaucoup pas d'émeutes, mais de manifestations en Indonésie suite à une loi omnibus qui est appelée loi omnibus, donc qui est une loi extrêmement large qui a été décidée, qui touchait beaucoup de secteurs. Effectivement, en Indonésie, il y a certaines il y a des conflits politiques qu'on peut pas nier. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut fermer les barrières partout et puis ne plus faire d'échanges avec ce pays pour autant. Au contraire, il faut maintenir des bonnes relations avec ce pays, notamment commercial aussi, diplomatique, sur tous les fronts. Il faut surtout maintenir le dialogue. Donc dire parce qu'il y a des problèmes, on n'y va plus, ça me paraît pas. Okay, donc, c'est pas une bonne approche. Pour toi, la solution, elle est plutôt dans un sens d'accompagner et de développer, et de pas juste fermer les barrières comme ça. Ouais. Ok, je pense que c'est un point. Enfin, je sais pas si toi tu veux dire quelque chose là-dessus ou si je peux enchaîner sur un autre sujet. C'est toi le modérateur. Non, je suis d'accord, il ne faut pas les laisser de leur côté. Je pense que j'ai confiance aux instances économiques pour que si on vote non le 7 mars, elles vont continuer à essayer de faire d'autres accords économiques avec l'Indonésie. Donc je ne pense pas qu'un non va signifier une fermeture totale des portes face aux accords, aux partenariats économiques qu'on va faire par la suite avec ce pays qui ont peut-être une autre forme, peut-être plus satisfaisante pour les personnes qui partagent mon avis. D'accord, ouais. Alors, je comprends bien. On a vu justement de ton côté, si on peut dire ça comme ça, un des grands sujets, c'était cette question de l'huile de palme en fait. Et puis, j'ai un peu cherché les chiffres et je crois que j'ai vu sur le site de la Confédération que de 2012 à 2019, la Suisse elle a importé une moyenne annuelle de 32 000 tonnes d'huile de palme du monde entier. Et ça, cette tendance, elle est chaque année à la baisse. Donc sur cette période, il y a donc sur ces 32 000 tonnes annuelles, on va essayer de ne pas perdre tout le monde, il y a environ 2,5% de ces importations qui étaient d'Indonésie. Et en 2019, je crois que c'est les derniers chiffres, c'était plus que 0,1% de ces 32 000 tonnes annuelles qui étaient d'Indonésie.
Et ma question peut-être un peu provocative, c'est est-ce que cette levée de bouclier, si on peut dire ça comme ça, c'est pas des gens qui s'alarment uniquement sur un détail, ou si l'accord discuté, parce que l'accord discuté, il a d'ailleurs plein d'autres aspects. Du coup, peut-être dans un premier temps sur ça, et dans un deuxième temps, on pourrait essayer de développer ensemble les autres aspects de cet accord. Mhm. Donc, Volontiers. Oui, alors j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que toi, mais c'est à peu près les mêmes ordres d'idées. Donc ça faisait 35 tonnes d'huile de palme importée d'Indonésie en 2019. Sur moi, j'avais 24 000 tonnes au total. Voilà, donc c'est un très petit chiffre. En fait, la raison principale en est que les sociétés qui importent de l'huile de palme en Suisse appliquent certains critères de durabilité qu'on peut d'ailleurs critiquer et que je critique aussi, mais on va en rester là. Et l'huile de palme produite en Indonésie en très large partie ne correspond pas à ces standards-là. Donc, ces entreprises évitent d'importer de l'huile de palme d'Indonésie et plutôt d'autres pays, quoi. Et cet accord qu'on discute ce soir prévoit justement d'implémenter un système de durabilité qui s'inspire beaucoup d'un label qui s'appelle RSPO, Round Table and Sustainable Palm Oil, qui est très critiqué, qui est en fait à mes yeux un label de style greenwashing finalement qui n'a que très peu de résultats. On en reparlera sûrement après. Mais l'idée c'est qu'en fait une fois si on conclut cet accord, l'Indonésie va tout d'un coup se mettre à certifier des quantités beaucoup plus importantes de sa production d'huile de palme selon ce système de labellisation. Et la Suisse va donc se mettre à pouvoir importer beaucoup plus d'huile de palme de l'Indonésie. Et peut-être si on parle de quotas, justement, que tu avais nommé en introduction, pour soi-disant protéger l'agriculture suisse de la concurrence. Donc, comme on a dit aujourd'hui, en 2019, on importait 35 tonnes d'huile de palme d'Indonésie. Le quota prévoit 10 000 tonnes sur les 25 000 total prévus. Donc, c'est une augmentation énorme. Un quota qui est prévu encore pour évoluer de manière progressive dans le temps, donc en autorisant toujours progressivement plus d'importations. Donc c'est vraiment une porte ouverte qu'on va faire. Puis comme tu l'as dit, c'est un des plus grands producteurs d'huile de palme au monde, de l'huile de palme qui ne sera pas produite dans les meilleures conditions, mais qu'on va pouvoir faire venir beaucoup plus facilement et de manière encouragée chez nous. D'accord. Peut-être juste pour faire la transition sur ce que tu dis, mon prochain point c'était justement que l'huile de palme bon marché, en fait, elle menace entre guillemets peut-être déjà notre production nationale d'huile de colza ou d'huile de tournesol, par exemple. Et en fait, cet accord de libre-échange, il fera que renforcer en fait la demande d'huile de palme bon marché comme tu le disais. Au détriment d'alternatives saines, durables et locales. Donc, ma question, c'est aussi, est-ce que cet accord, il nuit pas simplement à notre agriculture à une plus grande échelle, en fait? Et qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Alors, saine, durable et locale. Donc, saine, l'huile de palme, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, est-ce que l'huile de colza est mieux? Ça, c'est encore un débat nutritionnel. Après, je pense qu'on n'a pas besoin c'est toujours aussi une question de quantité. On va pas manger de l'huile de palme à la louche de toute façon. Et finalement, c'est aussi au consommateur de choisir ce qu'il veut manger. C'est pas l'État n'est pas un apôtre de la moralité. C'est pas à l'État de dire ça t'as le droit de manger, ça t'as le droit de manger. Bon consommateur, mauvais consommateur. Il faut informer, il faut que les étiquettes soient transparentes pour que le consommateur puisse faire ses choix. Mais voilà. Ouais. Enfin bon, ça c'est l'aspect. Mais ça, justement, je pense, pour le débat de ce soir, je pense que c'est pas. Ouais. Et du coup, plutôt au niveau de l'agriculture. Donc après, on est sur la durabilité. Alors peut-être qu'on peut presque la repousser après la question de la durabilité en soi de l'accord. Est-ce que l'accord permet d'importer de l'huile de palme durable ou pas? Ouais, donc je propose de mettre la question en parenthèse. Et finalement, on a dit le local. Il y a les paysans, les milieux paysans suisses qui soutiennent quand même cet accord aussi, parce que justement les choses sont faites de manière à ce que la production locale soit aussi protégée. Donc moi, je vois pas vraiment une contradiction sur ces
sur les 2 premiers, et puis Ouais. sur le 3e, on reviendra. J'avoue, Ouais. je comprends bien, donc c'est plutôt sur un autre niveau que ça aurait un effet. Peut-être maintenant pour passer à la suite et peut-être le cœur du sujet. On a déjà beaucoup parlé sans vraiment parler du mot durable et de durabilité. Donc je sais pas qui veut prendre la parole en premier, mais pour moi la question principale c'est qu'en est-il en fait du développement durable dans ce contexte? Quelles sont les principales inquiétudes des écologistes d'une part, et pourquoi en fait ces inquiétudes elles tiennent pas selon les partisans de l'accord? Alors qu'est-ce que c'est là je pense que vous avez clairement des points de vue très très divergents. Ouais, peut-être pour commencer toi, et après pour répondre sur la question de la durabilité, vu que tu as eu la parole avant, si ça va comme ça. Peut-être pour faire le lien avec l'agriculture suisse, justement, mais s'il y a certaines choses que tu as dit que je trouve assez surprenantes et choquantes de la part d'un membre d'un parti qui se prétend défendre les intérêts des agricultrices et agriculteurs, dire que l'huile de colza, c'est pas forcément moins sain que l'huile de palme, je trouve quand même assez choquant, mais bon. Non, ce que je voulais dire, c'est que... oui, donc en fait, quelle que soit la façon dont on produit l'huile de palme sur place en Indonésie, pour moi, on ne peut pas décemment prétendre que ce soit durable de la faire venir par bateau depuis l'autre bout de la planète, ici où elle vient remplacer des huiles qu'on produit de manière locale. Alors oui, d'accord, la Suisse ne produit pas suffisamment d'huile pour son entière consommation, mais on peut la faire venir des pays voisins, et de toute façon, au niveau bilan carbone, ce sera nettement moins pire, sachant que le transport maritime a aussi d'autres impacts indirects que simplement les émissions de CO2, comme le transport d'espèces invasives, par exemple, dans les ballasts des porte-containers. D'accord. Ça, c'est un premier point. De toute façon, on ne peut pas, pour moi, prétendre que ce soit plus durable de faire ça. Est-ce que je peux peut-être continuer sur la... Ouais, ou peut-être si tu veux répondre quelque chose avant que tu continues, excuse-moi. Ou sinon tu peux poursuivre, mais juste pour la compréhension de la durabilité, alors poursuis seulement, et puis après je te donnerai la parole. Donc j'ai parlé avant de ce label RSPO, on n'a pas écrit RSPO à ce que je sache dans le texte de loi prévu, hein, mais non, je crois que ça doit justement se baser sur ces principes-là, mais voilà, je exactement. suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Donc j'ai appris en fait récemment d'un collègue économiste qu'on a souvent deux concepts de durabilité. C'est ça en fait qui coince, c'est quelle est la vision de la durabilité qu'on a. Est-ce qu'on a une vision de la durabilité forte, ce que j'ai moi en tant que biologiste, que scientifique, ou une vision qu'on dit faible, qui est souvent prise par les milieux économiques, et qui est celle qui est comprise dans ce label RSPO, dont donc justement largement inspiré l'accord de partenariat économique. Pour parler peut-être plus en détail de ce label RSPO, donc en effet il est soutenu par le WWF, étonnamment, parce que en fait c'est eux qui ont lancé ça à la base, et puis ils se l'ont un peu fait arracher des mains par les grandes entreprises, puis maintenant il est dirigé en fait majoritairement par les grandes entreprises productrices d'huile de palme, qui décident en fait elles-mêmes des critères qu'elles doivent appliquer pour être durables. C'est pour ça que pour moi c'est du greenwashing. On a par exemple 256 ONG qui signent une déclaration en employant le terme d'escroquerie pour parler de ce label. On sait que 2/3 des surfaces agricoles qui sont certifiées RSPO en Indonésie étaient, il y a moins de 30 ans, des surfaces naturelles de forêt, par exemple. On a des plaintes qui sont continuellement déposées. On sait qu'il y a toujours du travail des enfants dans ces cultures-là, utilisation abusive de pesticides, souvent appliqués sans protection du travailleur. Pesticides produits en Suisse, d'ailleurs, qu'on va pouvoir exporter plus facilement grâce à cet accord, qui sont d'ailleurs interdits chez nous. Et puis déforestation, enfin on a tous vu ces images avec Laurent Autan, qui est un peu le symbole de la campagne pour le non. On voit sur les affiches. Voilà, exactement. Donc bien sûr, destruction des habitats naturels, sachant que l'Indonésie est un haut lieu de la biodiversité, aussi un haut lieu de la biodiversité menacée. Si on va regarder sur les sites de l'Union internationale pour la conservation de la nature, quasi toutes les espèces de mammifères qu'on retrouve là-bas sont sur liste rouge. Donc c'est bien joli les affiches pour le oui avec un tigre qui enlace un ours, mais peut-être que si on vote oui à cet accord, il y a bien des chances que le tigre il disparaisse. Ouais. Comme ses cousins de Java et de Bali, me semble déjà. Oui, bon, ça peut être une possibilité. Oui, effectivement. Donc, je ne sais pas si toi, tu veux réagir sur ça ou sur... on a vu que, bien sûr, le mot durable peut avoir plusieurs termes ou plusieurs significations. Je suis sûr que toi, tu comprends ça peut-être différemment ou d'un autre biais. Alors, il y a deux, trois choses sur lesquelles je veux rebondir après. Bien sûr, ouais. Premièrement, cette histoire de tigre et d'ours. Mais de l'autre côté aussi, le gorille
de la palme. Enfin, oui, ça fait partie. C'est des symboles. Ça fait partie de la. C'est la communication, à la mon avis. communication. D'un côté ou de l'autre. Moi, là, je ouais, trouve ouais. des deux côtés, ma foi, ça fait partie. Moi, c'est pas les symboles que je préfère. Autant parler des faits et puis du texte. Après, je voulais venir justement au texte quand même. Ouais. Faire mon juriste un petit coup. Je promets que je vais pas en abuser, mais Sinon, je serai là pour ça. je veux lire les passages pertinents justement pour. Donc c'est le chapitre 8, donc commerce et développement durable, où il y a plusieurs articles en fait qui prévoient les normes qui s'appliqueront justement pour d'un premier point de vue social. Donc c'est l'article qui, ouais, juste pour être sûr de suivre, c'est l'article qui décrit comment les normes sociales et environnementales doivent être suivies, c'est ça? Lesquelles elles sont, la nature. Ok, d'accord. Pas la manière d'appliquer, mais la nature des normes. Donc je dis le 8.5 pour ceux que ça intéresse, pour qu'ils puissent regarder. Le 8.5 c'est le développement social, et puis le 8.6 juste après qui renvoie à la convention et normes internationales à l'OIT. Ensuite, on a au 8.8 la gestion durable des forêts et commerce associé. Ensuite, on a le 8.9 la gestion durable de la pêche. Et Est-ce au que tu veux nous... 8.10 la gestion durable du secteur des huiles végétales et commerce associé. Et puis là, j'aimerais juste lire Ouais, volontiers, ouais, comme ça c'est plus concret. la disposition, finalement, celle qui régit, celle qui définit le régime qui sera applicable pour les huiles végétales de manière large. Après, en dessous de ça, justement, il y a la manière de faire, et là, on va mettre des certificats, des normes. Donc, on a en vue d'assurer une gestion et une exploitation du secteur des huiles végétales qui sont saines et bénéfiques sur les plans économiques, environnemental et social. Les parties s'engagent, entre autres, et là, donc, c'est l'alinéa 2, lettre A, à appliquer efficacement les lois politiques et pratiques visant à préserver les forêts primaires, les tourbières et leurs écosystèmes, à enrayer la déforestation, le drainage de la tourbe et les brûlis pour gagner des terres, à réduire la pollution de l'air et de l'eau et à respecter les droits des communautés et travailleurs locaux et autochtones. Donc ça, c'est ce à quoi on s'engage. Après, moi, je suis le premier à dire qu'il faut le réaliser et il faut avoir un œil dessus. Et il y a des mécanismes de sanctions qui sont prévus par le traité aussi. Et je confesse, je penche un petit peu plus à droite qu'à gauche, mais j'aime beaucoup l'échange avec la gauche et c'est pour ça que je suis aussi dans les JDC encore au niveau fribourgeois, au centre au niveau suisse. C'est que c'est pas tout ou rien, c'est que il faut des deux. Il faut d'abord s'engager, se mettre des normes, dire c'est ça qu'on veut faire, et ensuite avoir un œil. Et là, je suis content quand la gauche justement dénonce qu'il y a des choses où il y a vraiment encore beaucoup de boulot à faire. Et puis moi, j'aimerais bien que mes gamins ils pourraient aussi voir autant l'orang-outan que le tigre, l'ours il sera en Suisse. Et puis ça sera difficile, mais ça doit être fait justement. C'est bien joli de dire que des scientifiques en Suisse disent qu'il y a beaucoup de biodiversité là. Si le gouvernement sur place, qui est souverain, qui a le pouvoir d'envoyer des flics là ou là, parce que c'est ça la souveraineté finalement, c'est le Léviathan, c'est la force, hein. C'est rien de bien. Bien sûr que c'est contesté, il y a des manifestations, c'est la politique. Pas comme on l'a assis autour dans nos canapés, c'est des choses beaucoup plus violentes. Bien sûr, ouais. Peut-être sur... Ouais, je te laisse et puis, pardon, ouais, je finis. Donc, ce qui est bien dans cet apport, c'est qu'on va à hauteur... comment on dit, à hauteur d'œil, sur un plan équitable. Ouais. Nous, Suisse souveraine, avec l'Indonésie souveraine, on s'engage à quelque chose. Et puis après, par la suite, il faudra, par les mécanismes de sanctions qui sont prévus par
par le traité, Bien sûr. Ouais. assurer que ça soit aussi appliqué. Alors, je réagis juste à un commentaire, justement, de quelqu'un qui dit, qui parle de l'Indonésie comme un État corrompu et où il y a beaucoup de problématiques aussi sociales. Donc, en fait, moi, une de mes principales aussi interrogations, c'est quels sont en fait les moyens de contrôle de cette durabilité sur place et puis comment en fait on arrivera à faire respecter ça. Du coup, peut-être plutôt aussi une question pour toi, parce que je pense que tu peux aussi te poser J'allais poser la même question que toi. cette question-là. Pour moi, c'est un peu ça en fait la question. Mais après, d'un autre côté, ce que je comprends tout à fait aussi, c'est que l'Indonésie, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde, et puis son économie, c'est la plus importante d'Asie du Sud-Est. Et elle a une croissance constante depuis les années 2000. Donc, à mon avis, pas à mon avis, mais la Suisse, elle pourrait peut-être avoir aussi un intérêt de commencer à commercer plus intensivement avec ce pays. Et puis, ou sinon, quelles pourraient être les alternatives, quoi. Donc, à mon avis, c'est aussi ça la question. Donc, clairement, d'un côté, comment on peut faire respecter l'ordre, et d'un autre côté, on a peut-être des obligations, ou en tout cas des intérêts économiques à commercer de cette manière-là. Donc, ouais, à propos de l'ordre et de comment on pourrait faire un contrôle, entre guillemets, de cela. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Comme tu veux. Hein, parce si que tu as le texte, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. Non, alors c'est le chapitre 11, règlement différent, donc qui au début prévoit simplement, je lis juste les premiers titres portés, bons offices, conciliation, médiation. Au début, d'abord, on fait de manière informelle, ce qui est juste dans une relation, justement. D'abord, on va discuter de manière informelle. On dit, ouais, mais écoute, là, sur l'île... je ne suis pas un expert de la géographie, mais disons sur l'X, X, Y, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, il n'y a rien. Ok. Escalation. Il y a un tribunal arbitral qui est prévu, qui renvoie à une convention standard pour la constitution de tribunaux arbitraux dans le domaine international. Et ensuite, où je voulais en venir, c'était le 11.9, compensation et suspension d'avantages. Si la partie mise en cause dans une procédure devant le tribunal arbitral... Donc dans l'idée, là, ça serait l'Indonésie qui partons du cas que l'Indonésie a fait une bêtise. Voilà. Bien sûr, parce que nous, on considère, la Suisse considère que l'Indonésie a fait une bêtise. Et quand on dit la Suisse, c'est aussi les instances politiques suisses où nous, on est directement ou indirectement impliqués. Donc, on pourrait aussi faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit fait devant ce tribunal arbitral. Donc, si la partie mise en cause ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral ou notifie qu'elle n'a pas l'intention de se conformer, donc ça, c'est à la fin, après que le tribunal arbitral ait rendu son jugement. Il y a un délai encore, bien sûr, blablabla. Mais finalement, la partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages. Donc, ça veut dire que la Suisse peut dire « Ah puisque tu ne fais pas ce que le tribunal arbitral a décidé, on va remonter nos droits de douane. » Ok, exactement. Donc ça, c'est une incentive économique pour le gouvernement de quand même s'inquiéter de ce que dit la Suisse, de ce dont la Suisse pourrait être accusée, l'Indonésie, et de faire en sorte de prendre ça au sérieux. Donc justement, c'est pour ça que j'insiste au début sur l'établissement d'une relation, et c'est comme dans toute relation humaine, on s'engage à quelque chose, et puis, mais on mise quelque chose aussi. Et puis là, on a misé des douanes. Bien sûr. Ouais. Et puis, donc il y aura aussi les intérêts économiques en Indonésie qui auront un intérêt à respecter, parce que sinon ils ne pourront pas exporter aux conditions prévues par le traité. Ouais, et puis ouais. Donc ouais, je pense que l'argument financier il pèse beaucoup. Après, je ne sais pas si je peux te donner la parole sur peut-être sur ce sujet de savoir comment en fait le contrôle il peut être fait, ou si la transparence est assez grande pour ça. Je ne sais pas, ou si tu as un autre point dans ce domaine-là. Non, je vais te donner mon avis, ouais.
Bon, il y a deux aspects. Déjà, l'aspect de la volonté politique indonésienne qu'on peut mettre en doute actuellement sur le fait de protéger l'environnement, puisqu'elle sort récemment encore des lois qui visent à une grande libéralisation du marché, une permissivité face à la destruction des habitats naturels, à l'exploitation des travailleurs. Et puis, finalement, en fait, ce qu'il faut aussi, ce que j'ai envie de mettre en doute, c'est la capacité qu'on aura de prouver les accusations qu'on aura envers l'Indonésie. Parce qu'on sait que l'Indonésie est assez peu encline à permettre un contrôle de ce qui se passe. On voit par exemple la plus grande mine d'or indonésienne, d'où la Suisse a importé pour presque 2 milliards d'or cette année, où absolument aucun contrôle n'est possible de la part d'organisations indépendantes. Avec une élimination parfois même des témoins gênants ou des personnes présentant un avis opposé à ce qui va dans le sens du gouvernement de ce pays. Alors, bon, bien sûr, je peins un peu le diable sur la muraille, mais ce sera une vraie problématique. Si on veut prouver dans notre argumentaire qu'il y a un problème, il va falloir aussi avoir les moyens de le prouver, quoi. Et puis dans l'autre sens, je ne sais pas si la Suisse aura envie de compromettre un accord économique où elle gagnera financièrement pour un simple petit problème d'huile de palme. C'est un peu ça que je mets aussi en doute, tu vois, dans le sens où bah oui, bien sûr, alors en Suisse on a aussi des valeurs humaines, peut-être l'économie suisse les a un peu moins, mais ça c'est un autre débat. Et bien sûr, on est choqué quand on voit des enfants travailler, ben voilà. Mais voilà, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à compromettre un accord économique entier, en tout cas du point de vue des institutions, si on remarque qu'il y a quelques manquements. D'accord, ouais, je comprends bien. Pour moi, les mécanismes de contrôle et de sanctions, enfin, pour résumer, sont insuffisants. D'accord, ouais. Bon, très bien, ouais, je pense que du coup, on a fait plus ou moins le tour des idées des sanctions, etc. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait encore, et là, je ne me suis pas du tout renseigné, peut-être toi, tu avais l'air d'avoir lu le texte peut-être plus en détail, mais je pense que tu connais tout aussi bien. C'est juste pour varier un peu. Il y a d'autres problématiques sur cet accord, et je ne sais pas si quelqu'un pourrait les présenter et l'autre réagir. Peut-être dans ce sens-là, si tu présentes peut-être. Je crois qu'il y a quelque chose avec des intérêts, par exemple pour des semences aussi qui sont mises en avant, ou bien pour des médicaments suisses qui seraient importés aussi là-bas. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations que moi à ce sujet. Peut-être je peux te laisser parler des avantages de cette protection de la propriété intellectuelle qui est aussi donnée dans cet accord. Ou bien je peux le dire, hein, finalement. En fait, c'est vrai. Non, mais enfin, désolé. Non, mais c'est vrai. Forcément, tu vas pas dire des choses qui vont aller à l'encontre enfin, qui vont pas te rendre service. Mais donc c'est vrai que en tout cas, on donne comme un avantage par rapport à l'économie suisse que la propriété intellectuelle des productions suisses sera mieux protégée. On a donné ici, c'est vrai, par exemple pour les montres, ce sera plus difficile de faire de la contrefaçon. Ce qu'il y a aussi, c'est que bien sûr, il y a une contrepartie, et du côté indonésien, ce sera également le cas. Et ça pose des problèmes parce qu'il y aura une plus grande protection de la propriété intellectuelle justement sur les semences, comme tu l'as dit. Et ça, c'est justement aussi une thématique qui me tient beaucoup à cœur en tant que biologiste et promoteur de la biodiversité culturelle, où finalement, beaucoup d'agricultrices et agriculteurs n'auront plus accès à des semences parce que certaines variétés ont été privatisées et seront protégées par une propriété intellectuelle et du coup seront obligés de les racheter à prix coûtant à des grandes entreprises semencières. Ça, c'est un exemple. Les médicaments, ça l'est aussi. Voilà, à partir du moment où on peut mettre un brevet ou protéger un médicament, on peut le vendre plus cher. Et donc, forcément, il sera moins accessible. Je comprends bien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ouais, brièvement. Au début même, tu as dit qu'un des avantages de la Suisse, c'était justement qu'ils pouvaient exporter notre technique de pointe. Et c'est ça... justement, c'était quelque chose qui te rendait confiant aussi, même si on devait ne pas avoir cet accord, que l'économie suisse avait justement une technique de pointe développée. C'est un des grands points positifs quand même pour la Suisse, c'est de pouvoir justement exporter cette technique de pointe et qu'elle soit protégée. Après, là, c'est comme pour la nutrition, je ne pense pas qu'on peut ouvrir le débat plus large aujourd'hui, mais on peut juste faire une tangente par là.
les questions de propriété intellectuelle, moi-même, j'arrive pas. J'ai commencé à aller regarder un cours. On pourrait avoir une discussion extrêmement intéressante sur ce que c'est la propriété intellectuelle. Est-ce que c'est une propriété? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher? C'est quoi un brevet? Pourrait faire des débats épistémologiques sur ce que c'est quoi, enfin. Est-ce que c'est un monopole accordé par l'État sur une certaine durée? Ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... Emmanuel Kant disait que c'est lui qui avait commencé les premières choses sur le droit d'auteur. Est-ce que le droit d'auteur, le droit de copier, au Moyen-Âge, les moines copiaient, on était bien content qu'ils copient, sinon on n'aurait pas beaucoup de choses. Voilà, c'est un débat large, mais après, encore une fois, je pense que ce n'est pas un tout, rien. C'est bien que dans cet accord, il y a des protections de la propriété intellectuelle pour protéger la technologie que produisent nos entreprises suisses. Mais maintenant, dans un autre cadre, on pourrait totalement voir aussi les problèmes qu'il y a avec la propriété intellectuelle dans certains domaines. Et je suis convaincu qu'il y en a. La propriété intellectuelle n'est pas un bien suprême qu'il faut protéger à tout point, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Ouais, là, je pense qu'on est tous en tout cas en partie d'accord sur ça. J'ai aussi une deuxième question juste ici de Naomi et Leila qui demandent donc si un non à cette votation aurait un impact sur les politiques environnementales de l'Indonésie. Si quelqu'un sait ça et si quelqu'un a une idée sur le sujet, je peux te donner la parole. Moi, en tout cas, je ne saurais pas me positionner sur ça. J'ai envie de dire probablement non. Mais un oui non plus. En fait, ce qui me dérange, c'est que le oui va un peu bloquer un éventuel débat. Parce qu'on se dira maintenant, on a un label, une certification qui va nous satisfaire d'une certaine façon. Et, tandis qu'un non permettrait de renégocier quelque chose de mieux, de plus avantageux. Mais un non sans négociation future, finalement, la Suisse, c'est un petit marché pour l'Indonésie. Et ils vont pas se remettre en question à cause de nous. Et à l'inverse, alors si on prend ton contre-argument, peut-être qu'un oui ferait pas évoluer les choses énormément, mais peut-être un peu plus qu'un non. Je sais pas si tu saisis ce que je veux te dire, mais peut-être que ça commencerait à faire évoluer les choses dans le bon sens et ça serait une pas si mauvaise chose d'un côté. Je pense qu'il va soutenir le... Oui, il sait lire mes pensées. Non, mais je te voyais. Juste une phrase et puis après je te laisse. Ah, excuse-moi. Non, mais... ça rejoint ce que je disais sur le label RSPO finalement, où pour moi, on nous promet certaines améliorations, mais pour moi, elles n'auront probablement pas lieu. D'accord, ouais, ok, ouais. Donc c'est un peu l'avis pessimiste, si on peut dire comme ça. Ouais. Bon, c'est un jugement de valeur, je sais pas. Je te donne volontiers la parole sur ça. Il faut pas être pessimiste, il faut être réaliste, mais quand même optimiste. C'est clair que justement, puis je le reconnais, justement, il y a des problèmes dans la politique indonésienne. Maintenant, c'est justement, un non ne va pas améliorer les choses. Avec un oui, on aurait une possibilité d'influencer l'économie en Indonésie. Et c'est ça qui est bien dans cet accord. Il faut justement voir, on en avait parlé au début, les choses dans leur ensemble. Il y a une composante économique, il y a une composante politique, il y a une composante humaine aussi. Justement, on ne veut pas une économie de laisser-faire, de capitalisme sauvage, en tout cas pas au centre. Et puis, mais finalement, mais à la droite, oui. Non, mais oui. C'est peut-être un autre débat. Voilà, mais ça, c'est un autre débat. On a saisi ce que tu voulais dire. Ouais. Mais de toute façon, on a aussi besoin d'une droite, on a aussi besoin d'une gauche, on a besoin de tous les points de vue. Et puis, on a besoin d'un objectif commun qui est que de toute façon, on a toujours eu des échanges. Les échanges, c'est quelque chose qui rend les pays riches. C'est important de créer aussi des richesses, mais c'est important aussi, et puis ça, la gauche le critique à juste titre, c'est qu'on ne peut pas laisser faire le marché tout et n'importe quoi. Il faut un état de droit régulateur qui dit ça oui, ça non. Cet accord, il le fait. Il le dit ça oui, ça non. Et si c'est des choses qui rentrent dans le non, qui sont produites en Indonésie, on aura les moyens en Suisse
avec cet accord, on aura les instruments pour le faire. Après, en Suisse aussi, il faudra avoir la volonté politique pour le faire. Justement, c'est facile de dire que l'Indonésie est corrompue et puis nous, on est tout gentil, tout bon. Non, on aura des exigences des deux côtés, on a des humains des deux côtés qui sont imparfaits, mais qui essayent de se promettre mutuellement, de s'engager dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'il faut voter oui à cet accord. Je sais qu'on arrive à la fin. Je comprends bien. Ouais, alors merci beaucoup. Je prends déjà un peu d'avance. Tu lis aussi dans mes pensées, on se rend là pareil. Ouais, donc du coup, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir. On a beaucoup parlé des problèmes de l'Indonésie ou ce que l'Indonésie pourrait faire de mal. Mais je pense que dans un accord, il y a deux parties et la Suisse peut aussi faire des choses pas totalement justes aussi, même si c'est peut-être pas ce dont on parle en premier lieu. Merci beaucoup pour ta conclusion. Je voulais gentiment arriver là. Déjà, vous demander si, peut-être à toi, si tu as aussi un mot de la fin ou quelque chose comme ça pour un dernier truc qui te tient à cœur de mentionner. C'est pas du tout obligatoire, juste pour savoir en une phrase, une minute peut-être. Et puis même chose pour toi après, un petite conclusion ou bien ce qui pourrait être pour toi la raison pour laquelle il faut refuser cet accord. Et puis la même chose pour toi en une phrase, l'argument principal peut-être. Et puis après, je pense qu'on pourra gentiment terminer si ça vous va. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être mentionnées, mais je vais essayer de résumer. Ouais. Alors, une chose, si tu dois choisir une chose. Mais c'est vrai. Finalement, ce qui me dérange dans cet accord de libre-échange et les suivants qui vont être votés, d'ailleurs, probablement, c'est d'ailleurs aussi l'idée de ce référendum, c'est de donner un message pour, par exemple, ce qui va être fait avec la Malaisie et plus tard avec l'Amérique du Sud. C'est que ce système d'économie où on veut accélérer l'échange avec les pays de plus en plus loin, augmenter les flux de marchandises, d'approvisionnement et potentiellement aussi augmenter l'impact sur l'environnement dans ces endroits-là. C'est précisément ce système-là qui nous conduit aux pandémies qu'on vit actuellement, à la destruction de l'environnement, à la perte de la biodiversité. Et c'est pour ça, pour moi, principalement, qu'on doit apprendre à lever le pied un peu et pas continuer à accélérer encore plus vers une économie toujours plus basée sur l'échange de marchandises, de biens à longue distance et peut-être un peu plus se recentrer sur le niveau local. D'accord, ouais. Bon, très, très, très bon récapitulatif en tout cas de ce point qui te semble important. Si toi, tu devrais aussi conclure par un sujet ou un point important. Je suis presque d'accord avec tout ce qui a été dit. Justement, c'est important de limiter, de ne pas mettre encore le pied sur la pédale. Mais c'est pas tout ou rien. Il y a certaines choses qu'on peut laisser passer, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas laisser passer. Mm-hmm. Et on peut pas repartir en arrière et puis désinventer le bateau, désinventer l'avion et la voiture. On l'aura, les gens auront la possibilité de les utiliser et il faut qu'on trouve un mode d'utilisation qui soit compatible et durable. Et rien qu'en s'engageant là-dedans, on va modifier notre mode d'utilisation. Et cet accord, il permet de faire ça. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'était aussi clair de ton côté, Christian. Moi, en tout cas, de mon rôle de modérateur, je vais rester neutre. En tout cas, j'ai essayé de le rester. Mais j'espère que vous avez pu vous forger votre propre opinion sur le sujet, vu que le but principal, c'était d'informer un peu les gens. Peu importe d'ailleurs que vous soyez pour ou contre cet accord, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, ce qui m'est cher, c'est que les gens aillent voter, que les gens se fassent un avis, que les gens s'intéressent. Mais donc vous pouvez voter pour ou voter contre, mais en tout cas, le dernier message que je voudrais passer, c'est allez voter. Et donc finalement, merci beaucoup à toi, Christian, d'être venu ici merci à toi, ouais. Pour partager, discuter, échanger avec nous. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ça a été la même chose aussi pour les gens qui nous ont écoutés et pour toi aussi. Aussi merci à toi, Léo, d'être venu. Merci à vous deux. Je poursuis mes remerciements aussi pour remercier Nathan à la régie et Simi à la caméra. Ils ont fait un taf de ouf et puis cette émission n'aurait pas été possible sans vous. Et finalement, je voulais juste remercier tout le reste de l'équipe du Centre Freeze avec laquelle on a organisé cette soirée. On a eu
enfin, c'est toute l'équipe qui a donné des idées, qui m'a soutenu, enfin, pour le décor aussi, et puis toute la bonne humeur. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Je vous remercie infiniment, et puis j'espère que ça a fait un petit peu évoluer les pensées. Ciao, merci.